c'est le must absolu de la semaine. La Palme d'Or du 76e Festival de Cannes. Vive le cinéma! Palmarès, c'est le podcast pour les curieux du 7e art. De Kurt Rajmé à Hollywood, de Martin Scorsese à Catherine Deneuve, dans Palmarès, on met tous les cinémas à l'honneur. Découvrez chaque semaine le résumé d'un film et pourquoi il a marqué le cinéma. Pour ce nouvel épisode de Palmarès, je vais changer de registre et pour la première fois vous parler d'un film d'horreur psychologique dont le nom tient en 2 syllabes. Même si vous ne l'avez pas vu, vous le connaissez. Quand il est question d'un film d'horreur culte, les 3/4 de vos proches le citeront. Adapté d'un livre à succès, il est réalisé par un cinéaste américain adulé. C'est Shining de Stanley Kubrick. Sorti au cinéma en 1980, 3 ans après la publication du roman du même nom de Stephen King. On ne peut que vous recommander de regarder ce film en hiver pour vous plonger dans la même ambiance que l'histoire. Tout se passe au Colorado, un État situé à l'ouest des États-Unis et plus précisément dans les montagnes rocheuses. Et pour plus de frissons, n'hésitez pas à le regarder le soir. Si vous comptez le revoir ou le voir avant ou après cet épisode, sachez que 2 versions existent. Une américaine de 124 minutes et une européenne de 119 minutes. Ici, je vais vous parler de la version longue. Pour ce film qui nous tient en haleine du début à la fin, on fait attention à ne pas tout vous révéler pour que vous puissiez vivre une expérience inédite si vous ne l'avez jamais vu. Je vous avais promis un film hivernal, et pourtant, tout commence par une journée ensoleillée de fin d'été. Un paysage apparaît sous les yeux des spectateurs. Beaucoup d'arbres, un lac et des montagnes au sommet légèrement enneigées pour l'heure. La caméra filme en travelling aérien une petite voiture jaune. Une Volkswagen qui avance sur les routes sinueuses. La musique est lourde, grave, et la tension s'installe déjà. Wendy Carlos, en charge de la bande originale, s'est inspirée du 5e mouvement de la symphonie fantastique de Berlioz. C'est toujours le cas dans l'œuvre de Kubrick. Qu'il s'agisse de 2001, l'Odyssée de l'espace, Barry Lyndon ou même Full Metal Jacket, le son et la musique ont une importance capitale. La route prend fin devant un imposant bâtiment grisâtre et un parking bien rempli. Voici l'hôtel Overlook. Il est l'heure de lancer la partie 1 de l'intrigue nommée l'entrevue. Un homme d'une 40aine d'années porte un costume gris. Il a les cheveux impeccablement tirés en arrière et s'avance dans le hall de l'hôtel. La caméra le suit sans s'interrompre, en plan séquence, pour offrir au spectateur le point de vue du personnage. On découvre les lieux avec lui et on devine un certain standing de l'hôtel. L'homme se présente à l'accueil. Bonjour. C'est Jack Torrance et il est là pour un rendez-vous. Il apparaît sous les traits d'un acteur bien identifié du public américain, Jack Nicholson, l'une des stars hollywoodiennes les plus en vue des années 70. Il a marqué les esprits dans Chinatown de Roman Polanski, ainsi que Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur acteur. Son bureau est la première porte à votre gauche. Merci. Jack Torrance a rendez-vous avec le directeur des lieux, Monsieur Ullman. Monsieur Ullman. Oui. Je suis Jack Torrance. Oh oui, entrez donc, je vous en prie. Il veut décrocher le poste de gardien saisonnier de l'hôtel pendant sa fermeture, de fin octobre à début mai. Les patrons à Denver vous ont chaudement recommandé. Une période de l'année où les routes de montagne sont impraticables. Jacques est instituteur. Non, un ancien instituteur. Il est écrivain et donc convaincu que cet isolement sera bénéfique pour son travail. On vous a donné une idée à Denver de la nature de votre travail? Non, ils ne m'ont donné qu'une vue d'ensemble. Dans le bureau au mur orange, Monsieur Ullman l'avertit des inconvénients de ce poste. Même si les tâches ne sont pas très compliquées, l'aspect rigoureux de la saison et l'isolement peuvent rendre le quotidien difficile. Ça tombe à pic, c'est exactement ce que je cherche en ce moment. Jack ne semble pas s'en soucier, sa réponse est claire.
J'ai un nouveau très gros roman en préparation et 5 mois de tranquillité, c'est tout ce que je demande. Votre femme et votre fils, comment ils vont réagir, eux? En plus, il est certain que son épouse et son fils adoreront le lieu. Formidable. Pourtant, l'hôtel n'est pas si idyllique qu'il en a l'air. Il y a encore une chose, je crois, que je me vois forcé d'aborder. Je ne veux pas sembler mélodramatique, mais c'est une chose qui, à plusieurs reprises, a fait réfléchir pas mal de candidats à ce poste. Vous m'intriguez? Il est prévenu. Une tragédie a eu lieu il y a quelques années, quand Charles Grady, l'ancien gardien d'hiver, a été victime d'une dépression et a tué sa femme et ses 2 filles à coups de hache avant de se suicider. La police pensait qu'il s'agissait de ce que les vieux de la vieille appelaient le mal des cachots. Une forme de claustrophobie qui se manifeste quand les gens sont enfermés ensemble pendant trop longtemps. Eh ben, c'est une drôle d'histoire. Ah ça oui. Changement de cadre. Pendant que le père passe son entretien, on découvre son épouse Wendy, incarnée par Shelley Duvall, et son fils Danny. Ils sont restés dans leur logement de Boulder au Colorado aussi, où ils ont emménagé récemment après avoir quitté le Vermont. Moi, Oui, t'as vraiment envie d'aller vivre dans cet hôtel tout l'hiver? oui, tu parles. Tu t'amuseras, tu iras. Une première opposition d'état d'esprit s'installe. Parce que le petit Danny l'affirme, il n'a pas très envie de passer l'hiver isolé dans les montagnes. Tony, pourquoi tu veux pas venir à l'hôtel? Je sais pas. Il est fils unique, mais a un ami imaginaire. C'est Tony, incarné par le doigt du petit garçon à qui il parle pour la première fois sous nos yeux. Je t'en prie. Non. Je t'en prie, Tony, dis-le-moi. Au même moment, il a une prémonition terrifiante. Il voit une image d'un couloir de l'hôtel et une inondation de sang, suivie d'une apparition très rapide de 2 fillettes, des jumelles, habillées à l'identique avec une robe à volants bleu clair et des chaussettes hautes. Il hurle. Madame Torrance, il n'y a pas lieu de vous inquiéter outre mesure. La mère, obligée d'appeler un médecin, se confie. Ces épisodes ne sont pas nouveaux et se sont manifestés il y a quelque temps, quand Jack, ivre, avait par accident disloqué l'épaule de son fils. Ce sont des choses qui arrivent purement accidentelles. Mon mari avait trop bu, était rentré avec 3 heures de retard et il n'était pas de très bonne humeur ce soir-là. Pourtant, Wendy se veut rassurante et elle assure que son mari est sobre depuis plusieurs mois. En tout cas, il est sorti quelque chose de bon de tout cela parce qu'il m'a dit « Wendy, jamais plus je toucherai à l'alcool, jamais. Et si je le fais, tu n'as qu'à me quitter. » Et il a tenu le coup et il n'a pas touché à l'alcool depuis 5 mois. Pour la famille Torrance, c'est l'heure de prendre la route de l'hôtel Overlook. J'ai très faim. Alors pourquoi tu n'as pas fini ton petit déjeuner? On prendra quelque chose dès qu'on sera à l'hôtel, ok? Ok. Comme quand Jack s'est rendu sur les lieux pour la première fois, la voiture est filmée en train de sillonner les routes de montagne via un travelling aérien. La nature est encore verdoyante, l'espace paraît immense. Et c'est pas par ici que la neige a bloqué le groupe d'honneur? Je crois que c'était un peu plus à l'ouest, dans les Sierras. Au même moment, la discussion de la famille Torrance installée dans la voiture est plus inquiétante. Elle évoque les drames survenus dans les environs. L'atmosphère devient plus pesante, l'effet est renforcé par la musique, elle aussi de plus en plus lourde à mesure que le trajet touche à sa fin. C'était quoi le groupe d'honneur? C'était tout un groupe de pionniers dans des chariots au temps de la ruée vers l'or. En hiver, dans la montagne, ils furent bloqués par la neige et durent avoir recours au cannibalisme pour pouvoir rester en vie. Exit l'aspect lumineux de la nature avec l'arrivée sur le parking de l'hôtel
et son bâtiment plutôt austère qui trône devant une montagne déjà partiellement enneigée. Et voici maintenant notre salon Colorado. Oh, c'est magnifique. L'ambiance détonne par rapport à la première visite de Jack. Là, les employés sont occupés à tout ranger et nettoyer avant la fermeture saisonnière. Le bâtiment paraît déjà plus vide. Ses murs blancs et beiges contrastent avec des détails inoubliables de Shining, en particulier ses tapis et son sol coloré aux imprimés géométriques, dont je vous reparlerai plus tard. Et tous ces ornements indiens sont authentiques? Oui, je crois qu'ils sont composés surtout de motifs Navajo et Apache. Oh, c'est vraiment étonnant. La visite des lieux permet d'en apprendre plus sur la postérité de l'hôtel, qui n'est pas récente. Il a vu passer 4 présidents et une ribambelle de stars, et surtout, il a un détail bien singulier. Un labyrinthe géant à l'extérieur qui ne sera pas étranger au reste de l'histoire. C'est une des attractions de la région. Les murs ont 4 mètres de haut. Je me garderais bien d'y entrer, à moins d'avoir 1 heure à perdre pour trouver la sortie. C'est la force de Kubrick. Rien n'est laissé au hasard. Ses plans, même très courts, sont toujours annonciateurs d'un événement à venir. Les Torrance sont chargés du gardiennage de l'Overlook pendant tout l'hiver. Ah, c'est une excellente idée. Comment trouvez-vous notre hôtel jusqu'ici? Les Torrance font connaissance avec le personnel. Ça, c'est la cuisine, hein? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle te plaît, Dani? Elle est assez grande pour toi? Oui, c'est la plus grande que j'ai vue. L'enfant échange avec le chef cuisinier du lieu, Dick Halloran, qui est interloqué par le petit Danny et son ami imaginaire, Tony. J'allais en arriver au rayon des glaces. Tu aimes les glaces, canard? Oui. Ah, je m'en doutais. Est-ce que ça vous ennuie que j'offre une glace à Dani en attendant votre retour? Pas du tout. Non, ça m'ennuie pas. Ça te fait plaisir, canard? Oui. Ok, tâche d'être sage. Est-ce que tu sais comment je savais qu'on t'appelle canard? Tu as compris de quoi je parle, je suppose. L'homme comprend rapidement que tous les deux partagent un point commun. Lorsque j'étais encore tout môme, ma grand-mère et moi avions des conversations des heures entières sans jamais avoir ouvert la bouche. Elle appelait ça le Shining. Une sorte de 6e sens télépathique grâce auquel ils perçoivent des éléments passés et à venir et voient aussi des esprits. Et pendant longtemps, j'ai cru que nous étions les deux seuls à avoir le Shining. Comme toi, tu as cru sans doute que tu étais le seul. Mais d'autres ont ce pouvoir, quoique la plupart l'ignorent ou ne veulent pas y croire. Danny, en confiance avec lui, en profite pour lui poser une question sur une chambre en particulier. Monsieur Halloran, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre 237? Rien du tout. Il n'y a rien du tout dans la chambre 237. Dick Halloran lui donne une consigne. Et tu n'as absolument rien à y faire de toute façon. Alors, défense d'entrée. Tu as compris, n'y entre pas. Monsieur Halloran, cet hôtel vous fait peur? Il y a quelque chose de mal ici. Un mois passe et la famille prend ses habitudes. Notamment Danny qui arpente les couloirs de l'hôtel à toute allure avec son tricycle. C'est l'un des plans inoubliables du film, tourné avec un steadicam utilisé pour les scènes en travelling. Cette technique, voulue par Kubrick sur le tournage, permet d'avoir des plans très fluides qui participent à l'angoisse et au sentiment général d'oppression dans le film. Une opposition se constate à mesure que le temps passé dans l'hôtel avance. Quand le steadicam est utilisé, le récit se poursuit plutôt normalement, aucune inquiétude ou presque ne se fait sentir. À l'inverse, les plans fixes, eux, sont une des techniques préférées de Kubrick pour souligner l'angoisse, le danger. Et justement, il va les multiplier. Je vous ai dit que chez Kubrick, chaque détail compte. Bonjour, mon chéri. Ton petit déjeuner t'attend. Wendy profite du service de l'hôtel pour offrir à son mari un petit déjeuner façon room service, directement amené au lit. Quelle heure est-il? Pas loin d'11h30. 11h30? Oh, ça alors.
Je crois qu'on a veillé un peu tard hier. Jack apparaît filmé dans le miroir de la chambre conjugale, un miroir qui sera important plus tard. C'est vraiment très joli dehors. Tu m'emmènes faire un tour quand tu auras fini de déjeuner? Wendy paraît sereine. Elle a appris à aimer cet endroit. Jack lui avoue qu'il a l'impression d'être déjà venu ici. Bon, on a tous eu un sentiment de déjà-vu, mais là c'était insensé. C'était presque comme si je savais ce que j'allais trouver au tournant de chaque couloir. Si tu veux arriver le premier, je cours plus vite que toi. Dis-moi qui serait le premier. C'est ce que tu crois. Pour parfaire la découverte de leur logement pour l'hiver, Danny et Wendy décident de s'aventurer dans le labyrinthe pour la première fois. Pendant ce temps, Jack prend ses aises dans le grand hall qui devient aussi bien sa salle de sport que sa salle d'écriture. Il adore cet endroit et même plus. C'est divin. De ma vie, je n'ai été aussi heureux ni si bien dans ma peau. Mais lui ne sort pas, préfère l'enfermement et se contente de l'intérieur immense et silencieux. Après 1 mois passé ici, le petit Danny n'a pas oublié la chambre 237. Il tente d'y entrer, mais en essayant de l'ouvrir, se retrouve interrompu par une nouvelle vision soudaine des 2 petites filles. Rien n'est encore expliqué. Kubrick installe le suspense à travers ses rappels visuels rapides et angoissants. Il devient assez facile de deviner ce qu'il s'est passé ici, dans cette chambre, il y a quelques années. Le couple Torrance cohabite et partage des discussions assez banales. Et pourtant, je vous l'ai dit avant, rien n'est anodin. T'as beaucoup écrit aujourd'hui? Oui. Wendy a entendu à la radio qu'il va neiger. Surtout, elle commence à s'ennuyer, aimerait bien lire ce qu'écrit son mari depuis des semaines. Sa demande énerve Jack, qui change de tempérament pour la première fois. Toutes les fois que tu entres ici, tu m'interromps, tu perturbes ma concentration, tu me fais perdre le fil et il me faudra du temps pour reprendre là où j'en étais. Tu saisis? Le délitement de l'alliance conjugale entre Jack et Wendy est en marche. Et le dénouement avance à grands pas, comme le suggèrent les titres des chapitres du film. Alors qu'au début du film, les chapitres présentaient tour à tour « Jour de clôture » ou encore « Un mois plus tard », maintenant Kubrick ne fait plus mention que de jours. Le nouveau chapitre s'intitule sobrement « Jeudi ». C'est suffisant pour que le spectateur perde la notion du temps, tout comme les personnages. Combien de temps la famille Torrance a-t-elle passé dans l'hôtel? 2 mois? 3 mois? Assez sûrement pour arriver au stade de la folie. Le spectateur est embarqué dans l'installation de ce mal de l'enfermement mentionné en début de film. Et c'est surtout la folie de Jack qui apparaît à l'écran dans un plan serré. Il est stoïque, regarde en l'air et comme possédé devient terrifiant. Le samedi, la tension monte du côté de Danny, toujours sur son tricycle, qui voit une nouvelle fois les 2 jumelles. Bonjour Danny. Cette fois-ci, elle parle et livre un monologue culte. Viens jouer avec nous, Danny. À jamais. À jamais. À jamais. Une nouvelle vision montre les 2 sœurs mortes, baignant dans une flaque de sang à côté d'une hache. Plus de doute, ce sont bien elles qui ont été tuées il y a quelques années par leur père, l'ancien gardien. Est-ce que je peux aller dans ma chambre chercher ma voiture de pompier? Viens d'abord me voir un petit peu. Quand Danny retrouve son père, il est face à un homme totalement différent de celui qui les a conduits sur place. Assis au bord de son lit, Jack est encore en peignoir, porte une barbe de plusieurs jours avec des cheveux pas coiffés. Est-ce que tu t'amuses? Oui, papa. Bon. Il n'est plus l'homme soigné qui venait passer son entretien pour devenir gardien des lieux. Papa, t'es malade? Non. Il est désorienté, mais prend son fils dans les bras. Son fils a une question à lui poser. Tu ne ferais pas de mal à maman ou à moi, dis.
Je t'aime fort, Danny. Tu m'es plus précieux que n'importe quoi dans le monde entier. Et jamais je ne pourrai te faire du mal, tu sais. Jamais. Mercredi, nouveau chapitre. C'est là que tout va arriver. Et que la peur va vraiment s'installer chez nous, spectateurs. Jack est devant sa machine à écrire, soudainement réveillé par un terrible cauchemar. Chérie, qu'est-ce que tu as? J'ai fait le plus horrible cauchemar qu'on puisse faire. Il a rêvé qu'il tuait sa femme et son fils. Oh mon Dieu, je dois être en train de perdre la raison. Encore une fois, Danny joue seul dans le couloir. En plein milieu de ses voiturettes, posées sur la moquette, une balle de tennis venue de nulle part roule jusqu'à lui. Maman! Il lève les yeux, s'avance, voit que la porte de la chambre 237 est ouverte, avec la clé dans la serrure. Pour la petite anecdote, il faut savoir que dans le livre de Stephen King, la chambre interdite était la chambre 217. Mais lorsque la production s'est installée à l'hôtel Timberline Lodge dans l'Oregon pour réaliser les plans d'extérieur de l'hôtel, les propriétaires avaient une demande particulière. Ils ont demandé à ce que le film fasse plutôt mention de la chambre 237, qui n'existe pas dans le vrai hôtel, pour ne pas effrayer les futurs clients qui auraient la chambre 217. Maman, tu es là? La caméra s'arrête alors que le garçon entre dans la fameuse chambre 237, dont il revient terrifié avec des traces de griffures dans le cou. Danny, qu'est-ce que t'as au cou? Hein? Wendy est certaine que son mari est le responsable. C'est toi qui as fait ça? Réponds! Espèce de salaud! Comment tu as pu? Comment tu as pu? Hors de lui, à cause de cette accusation, Jack décide de mettre fin à sa sobriété et d'aller boire un verre au bar de l'hôtel. Mon Dieu, je donnerais n'importe quoi pour un verre. Mon âme au diable. Pour un verre de bière. Shining est un film d'horreur psychologique, mais a bel et bien une part de fantastique qui mêle passé et présent. Cela s'illustre dans la scène où Jack se retrouve dans la salle des fêtes de l'hôtel, servi par un barman en chair et en os, alors qu'ils sont censés être complètement seuls dans l'hôtel. Comment ça va, monsieur Torrance? Ça pourrait aller mieux, Lloyd. Qu'est-ce que ce sera? Les événements surnaturels se multiplient. Ils ne sont donc pas les seuls habitants des lieux. Jacques, il y a une autre personne dans l'hôtel avec nous. Une espèce de folle dans une des chambres. Wendy en sait plus concernant l'attaque de Danny. Une vieille dame aurait tenté de l'étrangler dans la chambre 237. Le surnaturel se poursuit quand la salle de bal, supposée vide, accueille désormais des dizaines de personnes habillées dans un style bien plus années 20 qu'années 80. À la porte un instant, je vous en prie. Merci, monsieur, merci. Un serveur apparaît. Il s'appelle Monsieur Grady. Grady? Oui, monsieur. Un nom pas anodin. Monsieur Grady, ne vous ai-je pas déjà vu quelque part? Non, monsieur, je crois pas. Monsieur Grady, c'est lui le gardien, celui qui a tué femme et enfant il y a quelques années. Je vous ai reconnu. J'ai vu votre portrait dans toute la presse. Vous avez découpé votre femme et vos filles en petits morceaux. Et vous êtes brûlé la cervelle. Kubrick passe successivement de scènes avec Jack à des scènes entre Danny et Wendy. L'opposition se creuse encore. Pendant que Jack devient de plus en plus étrange, Danny aussi commence à parler bizarrement avec son ami Tony.
J'appellerai d'abord les gardes forestiers. La candeur de Wendy n'est plus là. Je leur dirai que nous partons. Elle a peur. Elle est convaincue que quelque chose va arriver. Jacques ? Elle cherche son mari qui n'est plus derrière sa machine à écrire. Pour la première fois depuis leur arrivée, elle découvre enfin les textes de Jack. Ou plutôt, une seule et même phrase recopiée des milliers de fois sur des centaines de feuilles à traduire par « Que du travail et pas de détente fait de Jack un garçon ennuyeux ». Une scène glaçante, filmée en contre-plongée, dans laquelle on lit l'effroi dans les yeux de Wendy, qui comprend enfin que son mari est fou et prêt à commettre le pire. En installant peu à peu la folie et la tension, Shining déroule dans ses 30 dernières minutes une course contre la montre, celle de Wendy et Danny face à Jack. Jack, qui est de retour dans un plan là encore terrifiant. Alors que Wendy lit encore et encore cette phrase, elle n'est plus filmée de face mais de dos, avec un plan plus large. Dans ce plan, une tête vue de l'arrière apparaît et s'avance. C'est Jack. Qu'est-ce que tu en dis ? Wendy est terrorisée. Empoigne une batte de baseball en remontant les grands escaliers du salon en marche arrière. Cesse de faire des moulinets. N'avance pas. Pose cette batte, Wendy. Arrête. Il la suit et lui promet de ne rien lui faire. M'a fait pas de mal. Je ne te ferai rien. T'approche-moi. La batte. Elle le frappe à la tête et l'assomme. Au prix de gros efforts, elle parvient à le tirer dans les couloirs pour l'enfermer dans l'énorme garde-manger. Wendy! Hé! Attends un peu! Hé! Oh, Wendy! Légèrement conscient quelques instants plus tard, Jack tente de l'amadouer avec des mots affectifs qu'il n'a jamais prononcés jusqu'alors. Wendy! Mon poussin! Tu as tapé trop fort et j'ai très mal. Sa schizophrénie n'est jamais officiellement mentionnée, mais perçue avec des plans de plus en plus fréquents et resserrés sur ses expressions affolantes. Je vous l'ai dit, au début de Shining, il était question de mois puis de jours. Cela se compte maintenant en heures, inscrites à l'écran par le chapitrage. Épuisée, Wendy s'octroie une sieste et garde un couteau pour se défendre sur sa table de chevet. Danny est dans la chambre et murmure un mot à répétition. Le tout en empoignant le couteau. Un mot qu'il écrit sur la porte de la salle de bain avec un rouge à lèvres de sa mère. En le regardant à travers le miroir d'en face, l'inscription porte tout son sens. Red Rum, dans le bon sens, c'est murder, meurtre en français. Jack a réussi à se libérer, déambule désormais dans l'hôtel avec une hache à la main, prêt à défoncer la porte de l'appartement familial, puis de la salle de bain, où Wendy et Danny se sont cachés. Wendy! C'est moi, Wendy! Danny, je peux pas sortir. Cours! Cours te cacher! Cours! Vite! Le petit garçon a pu se sauver en s'enfuyant par l'entrebâillement de la fenêtre, puis en dévalant la montagne de neige qui entoure le bâtiment. Vient alors le moment horrifique. Si vous n'avez pas vu Shining depuis longtemps, impossible d'oublier les phrases de Jack à cet instant. Petit cochon, allons, ouvrez-moi donc. De me refuser l'entrée, il n'est pas question. Mon souffle, puissant comme la mousson, je ferai sauter la maison. Coucou, chérie. Wendy est seule, cachée à droite de la porte. Parvient à empêcher son époux d'ouvrir le verrou après avoir arraché une partie de la porte en bois avec sa hache, en le blessant à la main avec son couteau. Une façon de gagner du temps et de l'obliger à quitter les lieux. Elle en profite pour se sauver de l'appartement et retrouver son fils.
Danny est de retour dans l'hôtel. Danny! Viens, Danny! Ces petits bruits attirent son père, prêt à tout, même à tuer son fils. Mais Danny est intelligent et sort en direction du labyrinthe. Tu ne peux pas t'échapper! Si ces traces de pas dans la neige vont d'abord indiquer le chemin à suivre à Jack, le petit garçon est rusé. Alors qu'il s'enfonce, il va précisément revenir sur ses pas pour faire un bond, se réfugier dans une allée et ne pas être retrouvé. Le bruit, l'un des fils rouges du film, ne s'entend plus. Comme un signal pour indiquer au garçon que la voie est libre, qu'il peut en sortir et retrouver sa mère. Le suspense n'est plus. Un avant-dernier plan montre Jack mort gelé dans le froid glacial de l'hiver. La dernière séquence est capitale. Elle montre une photographie qui se trouve dans le hall de l'hôtel. C'est celle du bal du 4 juillet 1921. Un gros plan est fait sur plusieurs personnes et au milieu en bas apparaît un visage familier. Celui de Jack Torrance. Ces quelques secondes ont alimenté de très nombreuses théories depuis 1980. Jack était-il déjà là en 1921 ? Cette photo représente-t-elle des personnes importantes pour l'hôtel ? Jack s'est-il retrouvé sur cette photo après le déclenchement de sa folie comme absorbé, soulignant que l'hôtel est véritablement hanté par des fantômes ? Stanley Kubrick a fini par donner sa version des faits. Selon lui, la photo montre que Jack Torrance est la réincarnation d'un ancien employé de l'hôtel qui a sombré dans la folie. Ce qui expliquerait pourquoi Jack se sentait si bien dans ces lieux et avait même l'impression de les connaître. Si vous avez lu le livre de Stephen King, vous avez remarqué que le film se termine différemment. Même Stanley Kubrick avait tourné une ultime scène différente de 2 minutes coupée à la suite des projections presse et avant la sortie officielle en salle. Je vais vous la raconter. Dans celle-ci, le directeur de l'hôtel, aperçu au début, se rendait à l'hôpital pour voir Wendy et lui expliquer que malgré l'enquête, la police n'avait pas retrouvé le corps de Jack et n'avait pas non plus vu de phénomènes paranormaux dans l'hôtel. Tout proviendrait de son imagination. En partant, il donnait pourtant à Danny une balle de tennis, la même balle qu'il avait attirée dans la chambre 237. Finalement, un dernier panneau annonçait « L'hôtel Overlook allait survivre à la tragédie comme il l'avait déjà fait de si nombreuses fois. Il est toujours ouvert chaque année du 20 mai au 20 septembre. Il est fermé l'hiver. » Quand Shining sort en 1980, la critique américaine n'est pas convaincue. D'ailleurs, il n'ira jamais jusqu'aux prestigieuses récompenses. Pour certains, l'horreur attendue n'est pas là. Pour d'autres, Jack Nicholson paraît idiot. Beaucoup sont déçus des divergences avec le roman. Et justement, une autre personne ne tarde pas à partager son mécontentement. C'est l'auteur du livre, Stephen King, qui n'a pas participé à l'écriture du scénario, coécrit par Kubrick et la romancière et critique américaine Diane Johnson. Selon Stephen King, c'est un bon film cinématographiquement parlant, mais il ne l'aime pas. Il trouve que le ton est trop éloigné de celui de son livre. Stephen King regrette l'absence de certains détails importants pour lui. Par exemple, les caractéristiques de la mère Wendy sont totalement opposées. Le changement de tempérament de Jack n'a pas la même dynamique, son alcoolisme n'est pas assez exploité et dans le livre, le labyrinthe n'existe pas et la liste pourrait continuer. Malgré les années, son avis ne change pas. En 1997, il décide même de rectifier le tir de Stanley Kubrick avec la mini-série américaine Shining, Les couloirs de la peau, réalisée par Mick Garris, dont il a écrit le scénario. Peu importe, Shining a marqué la pop culture. Plus de 40 ans après sa sortie, l'hôtel Overlook fascine encore, même s'il n'existe pas. Pour son roman, Stephen King s'est inspiré du Stanley Hotel dans le Colorado. Mais pour son film, Kubrick s'est aventuré dans d'autres États.
Le premier plan spectaculaire en travelling aérien a été tourné dans le Montana, autour du lac Sainte-Marie. Quant aux extérieurs de l'hôtel, je vous en ai parlé dans le résumé, il s'agit d'une Timberline Lodge dans l'Oregon, toujours ouvert au public aujourd'hui. Si Shining a été traumatisant pour beaucoup de spectateurs, il l'a surtout été pour son actrice principale, Shelley Duvall, qui a disparu des plateaux de tournage au début des années 2000, jusqu'à sa mort en juillet 2024 à 75 ans. Une mise en retrait qui n'est pas étrangère aux films d'horreur et au traumatisme qu'elle en a gardé. Le tournage de Shining a été rude pour les acteurs. Il a duré 56 semaines avec un seul jour de pause par semaine. Certaines prises ont parfois été refaites plus de 30 fois à la demande du réalisateur qui n'hésitait pas à pousser son casting à bout. Qu'est devenu le petit Danny ? Pas une star de cinéma. Il a fait des études avant de devenir professeur de biologie dans le Kentucky. En 2024, si Shining ne trouve plus forcément une place dans les classements de films d'horreur les plus effrayants de tous les temps, il garde sans aucun doute celle de films cultes. Voilà, vous connaissez tout ou presque de Shining. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Palmarès. Palmarès est une série produite par Énergie Podcast, à retrouver sur l'application ou le site Énergie rubrique podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.